Bonjour à tous et bienvenue à cet événement organisé par Actinigen sur les nouveautés fabriquées par BI. Je me présente, je m'appelle Thomas Bonvanger, je suis responsable marketing et communication. Et on va bien sûr faire l'introduction des deux intervenants qui m'accompagnent lors de cet événement. Mais avant tout, on va laisser 3 minutes pour que les gens se connectent à l'événement et on va commencer après la présentation. Durant cet événement, je vous invite à utiliser le chat présent dans la fonctionnalité de Teams pour communiquer avec les intervenants si vous avez des questions sur les sujets qui vont vous être présentés. Et on regardera en tout cas ce chat pour répondre à vos interrogations. Il y aura également une partie en fin de session de questions-réponses où ce sera plus des discussions libres, environ une dizaine de minutes, si vous avez des questions à ce moment-là. Voilà, je pense que je vous laisse vous présenter, Julien et Nathanaël. Ouais, merci Thomas pour l'introduction. Oui, pour me présenter rapidement, je suis Julien Larcher, directeur technique adjoint chez ActiveVision, chez qui je suis depuis 10 ans et expert sur les technologies Microsoft. Bonjour à tous, donc moi c'est Nathanaël Awizerat, je suis consultant BI au sein d'Actinigen et je suis également expert sur Power BI. Merci pour ces présentations et introductions, messieurs. Et on laisse encore 1 minute, j'avais dit 3 minutes, donc à 11h03, on va commencer votre présentation. Pour rappel, si vous avez des questions sur Fabric, Power BI ou sur les technologies Microsoft, n'hésitez pas à nous contacter ultérieurement à ce webinaire, directement sur notre site internet ou sur les différents réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Et on sera ravis en tout cas de vous accompagner dans vos projets ou juste dans vos questionnements autour de ces technologies, si vous avez des projets ou besoin par exemple de formation de coaching. Je crois que vous arrivez au fur et à mesure dans la réunion. La salle est pleine. On va commencer. La salle est pleine. Vous êtes 19 personnes actuellement. Et je rappelle, bien sûr, vous pouvez utiliser le chat pour communiquer avec nous pendant cet événement. Et il est 11h03, je vous laisse la main. Ok, merci Thomas pour cette introduction encore une fois. Donc, on va vous présenter aujourd'hui avec Nathanaël certaines fonctionnalités. Alors moi, je vais déjà faire un petit retour en fait sur la FabCon qui a eu lieu la semaine dernière. On a eu la chance là, avec des collègues, avec Gaël, Benoît et Alexandre, on a eu la chance d'aller à la FabCon la semaine dernière. Et il nous semblait important de faire un petit focus sur certaines nouveautés, certains sujets qu'on a voulu mettre en avant. Je vais vous présenter un petit peu ces différents sujets-là. On ne rentrera pas forcément dans le détail, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail de tous les sujets, mais Nathanaël a prévu justement une démonstration sur une fonctionnalité de write back qui va nous montrer tout de suite après. D'abord, quelques éléments concernant la FabCon. Alors, j'espère que tout le monde voit bien mon écran. Un petit retour sur cet événement qui a eu lieu la semaine dernière, donc sur 4 jours, qui a eu lieu à Vienne, en Autriche. Donc, c'est un événement qui rassemble tous les acteurs autour de Fabric, de Microsoft Fabric, les partenaires, les clients et tous les utilisateurs, tous les fans, je dirais, de cette solution. 4 jours autour de 130 sessions, des sessions techniques, des sessions, des retours d'expérience aussi, pas mal de retours d'expérience, et un petit peu plus de 4000 participants sur ces 4 jours. Donc, c'est la deuxième année qu'on a la chance de participer à cet événement. Ça nous permet aussi de voir et de mesurer l'impact que Microsoft Fabric a sur le marché depuis 2 ans. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter, on a noté, on a relevé quelques sujets qui nous semblaient être importants, en tout cas à présenter aujourd'hui, parmi les nouveautés et parmi ce qu'on a pu voir dans cette FabCon.
Donc déjà, il y a un nouvel item, un nouveau composant qui va arriver dans Fabric. Ce sont les maps. On va pouvoir utiliser oui, des cartes pour visualiser des données géospatiales, pardon, directement dans Fabric. Alors tout ça vient améliorer un petit peu, je dirais, l'expérience cartographique de Power BI. Alors là, on n'est pas dans Power BI, on est bien dans Fabric. C'est un nouveau composant dans Fabric qu'on va pouvoir utiliser pour se connecter à des données géographiques d'un lakehouse ou éventuellement d'un event house pour avoir des données en temps réel. Là, j'ai mis à titre d'exemple des cartes qu'on va pouvoir construire. Alors, on sait tous que Power BI, en termes de cartographie, était un petit peu plus limité. Justement, avec ce type de composant, Microsoft veut asseoir un petit peu plus sa notoriété, on va dire, par rapport à cette fonctionnalité. Donc ça, c'est un des éléments qui va apparaître dans Fabric. On va pouvoir, au même titre qu'un rapport, au même titre qu'un lakehouse, on va pouvoir créer une maps dans laquelle on va pouvoir visualiser des données. Un autre sujet qu'on a relevé, qui est ressorti, c'est le database mirroring qui est en preview, qui est disponible en preview pour Oracle et Google BigQuery. Donc, c'était déjà disponible pour SQL Server, notamment MySQL. Là, aujourd'hui, c'est disponible pour Oracle et BigQuery. Donc, ça va ouvrir d'autres portes, d'autres possibilités au niveau de la plateforme. Un point au niveau Power BI, c'est l'arrivée des user functions dans DAX. Donc là aussi, on va pouvoir définir ses propres fonctions dans notre modèle de données, ce qui va nous permettre de réutiliser des fonctions dans DAX et ainsi d'optimiser nos développements. Un focus sur des nouveautés, oui, sur les nouveautés, sur ce qui est apparu aussi pour les développeurs. Il va y avoir alors pour certains, il y a peut-être déjà déployé, mais en tout cas, il y a une nouvelle interface de Fabric pour faciliter justement la navigation entre les différents items. Là où avant, on devait naviguer dans un workspace, dans les différents items, on avait une vue plutôt verticale. Là, aujourd'hui, on va avoir la partie Workspace dans notre bandeau de gauche et en onglet horizontal, on va avoir les différents items qu'on va pouvoir ouvrir. Donc, en termes d'utilisation de navigation, ça va être beaucoup plus simple. Une autre fonctionnalité qui nous a marqué, c'est l'arrivée de Fabric MCP. Donc, du modèle Context Protocol pour la génération automatique de code, justement pour simplifier l'utilisation de code et de bonnes pratiques dans Fabric. Donc, ça, c'est vraiment pour les développeurs qui souhaitent améliorer l'utilisation et optimiser leur développement dans Fabric. Troisième point, on a la partie Fabric Extensibility Toolkit. Donc, ça, c'est Microsoft qui ouvre les portes justement à la possibilité de développer ses propres items, ses propres services dans Fabric. Donc là, on va pouvoir rajouter, si on a besoin d'une fonctionnalité, d'une nouvelle fonctionnalité dans Fabric, on va pouvoir, grâce à cette plateforme et grâce à ce toolkit, on va pouvoir rajouter ses propres items directement dans notre tenant Fabric. J'ai pas parlé encore de la fonctionnalité que Nathanaël va nous présenter. Je vais le laisser la présenter tout de suite après. Mais ça fait écho justement à une nouvelle brique qui arrive de manière, on va dire, officielle aujourd'hui, ou en tout cas en général availability, qui arrive dans Fabric et qui sont les databases transactionnelles qu'on va pouvoir retrouver aujourd'hui dans Fabric. Donc, on rajoute au monde de la BI dans Microsoft Fabric, qui est déjà une plateforme unifiée. On rajoute dans ce monde de la BI aujourd'hui la possibilité de créer des bases transactionnelles pour une utilisation d'un système qu'on a, d'un système d'entreprise pour y enregistrer des données. Je vais te laisser la parole, Nathanaël, sur ta démo et sur le Transethical Task Flow.
Arrêtez mon partage. Yes, merci Julien. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je vais vous parler donc des flux translyticaux. Alors en anglais, Translytical Task Flows. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors Kesako, Translytical Task Flow. Donc Translytical, ça vient tout simplement de la contraction des mots transactionnel et analytique. On comprend les deux, on fusionne, ça fait Translytical Task Flow. Pourquoi cette fusion? Tout simplement parce qu'on va, on va être donc sur comment dire, un module analytique sur lequel on va venir effectuer des transactions sur la base de données qui est rattachée à cet élément analytique. Et donc c'est une fonctionnalité qui existe depuis donc à peu près mai 2025, qui a été vraiment lancée en preview depuis mai 2025. Durant la FabCon, ça a été également mentionné, plusieurs ateliers à ce sujet. Et en gros, basiquement, c'est qu'on va avoir aujourd'hui un dashboard Power BI sur lequel on va pouvoir intégrer donc des fonctions à destination des utilisateurs finaux, des fonctions vraiment qui seront en général donc modifier en live les données, donc suppression, ajout, modification, mais également, comme je vous montrerai après donc dans la démo, de déclencher des actions comme l'envoi d'un mail, d'un message Teams, faire un appel API, par exemple utiliser, pour ceux qui connaissent l'API Microsoft Graph qui va un peu gérer tous les éléments de Microsoft comme OneDrive, on peut imaginer très bien utiliser une transaction qui va venir inscrire des données dans un fichier Excel ou un Word, je ne sais quoi. Donc vraiment, voilà, tout ça nous laisse vraiment un champ des possibles. Donc, comment ça se passe de manière structurelle? Donc, on va avoir donc cette fameuse database SQL, donc cette database transactionnelle, donc qui est une nouvelle brique comme disait Julien, de Microsoft Fabric, qui va être reliée par un autre artefact Fabric qui s'appelle donc les User Defined Functions, donc qui est un élément en fait où on va pouvoir coder des fonctions en Python. Et ces fonctions seront appelées par Power BI. Donc par Power BI, par le biais donc pareil de mise à jour, de fonctionnalités qui ont été mises à jour dans Power BI. Et donc ces trois éléments vont interagir entre eux, pardon, pour donner voilà pour améliorer et rajouter, enrichir des dashboards par des éléments vraiment, voilà, des éléments transactionnels. Donc l'utilisateur final va pouvoir modifier sa donnée en live, la rajouter, ajouter des paramètres, enfin mettre en input des paramètres pour ces différentes fonctions, etc., etc. Je vous propose de passer donc à la démo tout de suite. Je vais partager Je te mon coupe écran. juste, Nathanaël. Il y a David qui pose la question SQL Server. Est-ce que tu peux peut-être préciser sur ton schéma, tu as mis SQL et là, David questionne sur SQL Server. Est-ce que c'est du SQL Server ou j'imagine? Ou David, peut-être précise-nous ce que tu souhaites en tout cas savoir sur SQL Server. Alors, si la question c'est de savoir si la base est du SQL Server on-prem, là on est sur du Azure SQL Database. C'est la base transactionnelle justement qui est dans Fabric. Donc derrière, oui, ça reste du SQL Server, mais dans le cloud. Je laisse continuer. Oui, ça marche. Merci. Pas de souci. Et donc, la démo. Je vais partager mon écran. Donc, on est ici donc sur Microsoft Fabric. On a donc sur donc un dashboard Power BI. Somme toute classique, hein, on est voilà sur des éléments d'analytique. Le contexte c'est que voilà, un contexte un peu fictif, on est dans le cas métier de la formation chez Activision. Donc la suivi de la formation.
mais également voilà, de gérer un peu les formations qui vont être à planifier et les formations qui seront et les inscriptions. D'accord? Donc, on est sur un élément analytique classique. On a voilà, et on va passer donc sur un second onglet donc que j'ai appelé planifier une session. En gros, l'objectif, c'est j'ai une table dans ma base SQL où j'ai toutes mes sessions qui seront planifiées. Donc, comment ça se passe? Je sélectionne une formation. Donc, en fait, ce sont des. Alors, pour la petite histoire, ce sont des slicers dans Power BI. Je vais laisser Power BI fondamentaux. Je vais choisir un module. Par exemple, on va prendre premier pas avec Power BI. Je vais la planifier, imaginons, pour le 25 septembre. Et je vais venir donc cliquer sur planifier la formation. Donc quand je vais faire ça, je vais donc appeler, alors je vous montrerai après dans le côté technique, voilà, on va appeler des fonctions qui seront écrites. Et alors je vais refaire une planification, je voulais vous montrer le pop-up. Voilà, donc préparation des données avec Power Query. J'ai ici donc un pop-up, demande d'envoyer, la session a été créée. Voilà. Donc dans le temps que le modèle sémantique se rafraîchisse, je vais avoir ici des lignes. Voilà, donc là c'est celle que j'ai fait juste à l'instant. Donc premier pas avec Power BI. Et donc j'ai planifié également une seconde qui apparaîtra dans quelques secondes. Voilà, préparation des données avec Power Query. Et donc ça, ces données, vraiment, elles ont été inscrites de manière transactionnelle dans la base SQL, qui est donc rattachée à ce Power BI. Idem, je vais pouvoir également supprimer l'information, donc je vais la sélectionner ici, et donc je vais la supprimer. Voilà, c'était une erreur. Un pop-up, la session a été supprimée, donc ça bien sûr c'est des pop-up que j'ai moi-même programmés. Et dans un petit moment, on verra que la ligne 90 va disparaître le temps que le modèle sémantique se rafraîchisse. Voilà. Donc on va pouvoir venir vraiment interagir depuis le Power BI avec des simples boutons d'action. On va vraiment pouvoir exécuter des transactions SQL, mais également on peut aller encore plus loin en rajoutant vraiment des éléments un peu métiers, beaucoup plus métiers, sur ce genre de fonctionnalité. Et je vous propose de voir ça en direct donc sur l'onglet inscription. Alors cette fois-ci, je vais être dans le cas où je vais renseigner du texte. Donc je vais inscrire quelqu'un à une formation. Donc ici, voilà, j'ai mes formations. Voilà, j'ai la formation que je viens de créer, la 89, premier pas avec Power BI. Et je vais par exemple inscrire quelqu'un. Donc on va inscrire mon collègue néanmoins ami Julien Larcher. Et je vais mettre pour les besoins de la démo, je vais mettre ma propre adresse mail pour que vous puissiez voir pour que je puisse vous montrer le mail qui arrive. Donc l'idée, alors je vais peut-être aller un peu vite. Donc l'idée, c'est d'inscrire quelqu'un, de lui renseigner son adresse mail, et en cliquant donc ici, on va l'inscrire dans la base de données des inscrits, dans la table des inscrits, mais également il va recevoir un mail d'inscription. Son inscription a été validée. Voilà. Et voilà. Donc c'est en rouge, c'est validé. Je vais choisir une formation, donc premier pas avec Power BI, et je vais envoyer l'inscription. Demande envoyée, voilà. L'inscription a été effectuée. Et dans quelques minutes, normalement, vous allez avoir le pop-up avec l'adresse mail, le mail, pardon, de validation. Qui devrait arriver incessamment sous peu. Voilà, qui est là. Voilà, bonjour Julien Larcher, votre inscription à la formation Premier Pas avec Power BI a été validée. Voilà, on pourra apprendre Power BI, Julien, si jamais. Hâte de démarrer du coup. Voilà.
Et donc voilà, vraiment, on en est presque aujourd'hui finalement à avoir la capacité d'utiliser vraiment Power BI, parce que là, on est vraiment sur Power BI plus Fabric, hein. C'est vraiment le packaging, il fonctionne comme ça. Je vous montrerai après, dans quelques minutes, vraiment l'envers du décor. Euh, on, on- on- on en est presque aujourd'hui avec le dashboard qui avant servait uniquement pour l'analyse. Alors je vais peut-être exagérer en disant qu'on va en faire presque un CRM, mais on en est presque là. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir interagir avec la donnée et on est vraiment. C'est-à-dire que le champ des possibles, comme je voulais là, j'ai fait juste un envoi de mail, mais on peut très bien imaginer plein de choses. Des appels API, faire un appel API pour avoir la météo ou pour envoyer des éléments. Alors soyons fous, hein, sur SAP avec les API SAP par exemple. C'est des choses qui nécessitent bien sûr une connaissance certaine des différents éléments en termes de programmation, mais voilà, c'est des choses aujourd'hui qui sont possibles et on peut imaginer vraiment beaucoup de choses. L'envers du décor, pour vous montrer un peu la mécanique de la bécane, tout de suite. Donc, je vais ici vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les trois éléments donc, vont être Power BI, la base de transactions SQL et les fonctions. Donc, la base SQL, c'est une base SQL vraiment classique sur laquelle on va pouvoir faire du requêtage. Donc, mais voilà, mes tables sont ici, hein, c'est vraiment jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Mon Power BI qui est, donc je vous ai montré tout à l'heure, mais donc ce qui va nous intéresser, c'est cet artefact-là. Donc les fonctions de données utilisateurs, alors moi j'ai fabriqué en français, mais en anglais c'est User Defined Functions, qui va ressembler à ça. C'est en fait un peu, j'ai envie de dire un peu un VS Code, sur laquelle je vais venir créer des fonctions en Python. Alors pour l'instant, il n'y a que Python qui est, en termes de langage, il n'y a que Python qui est déployé, mais je crois, tu me corriges si je me trompe Julien, mais je crois qu'à la Fabcom, ils ont annoncé aussi d'autres langages de programmation. Voilà. Je confirme. Et donc, bon alors moi ça tombe bien, je connais Python, c'est ce que je maîtrise le mieux. Et j'ai fait appel à des fonctions qui sont ici. Donc par exemple la fonction création session. C'est une fonction Python somme toute classique. Voilà. Donc on va avoir d'ici, alors pour ceux qui connaissent un peu Python, donc ça c'est le nom de ma fonction, entre parenthèses, les paramètres que je veux venir injecter et que je vais utiliser dans ma fonction. Et je vais donc me connecter ici, ma base SQL, écrire une requête SQL, donc là ça va être un insert into avec les éléments, voilà, et exécuter la transaction. Et retourner donc, comme ce que je vous ai montré le pop-up, la session a été créée, donc je retourne en une phrase texte pour me dire que la fonction a été bien exécutée. Ou au contraire, si j'ai une erreur, me montrer quelle est l'erreur que j'ai faite. Et donc j'ai fait des éléments, voilà, j'ai fait pour tout ce que je vous ai présenté, ce sont à chaque fois une fonction. Pour l'inscription, pour l'envoi de mail, j'ai tout simplement configuré une adresse mail. Alors là, j'ai pas cherché beaucoup, j'ai pas cherché très loin, hein. J'ai créé une fonction, une boîte mail Gmail sur laquelle je me suis connecté et donc j'ai utilisé une librairie Python pour faire un appel et pour envoyer un mail aux éléments que j'aurais renseignés en paramètres. Et donc voilà un peu comment tout ça s'orchestre. Rapidement, donc en termes de coûts, par rapport à Fabric, on est sur des bases transactionnelles. Donc il va bien entendu, il faut une capacité, hein, pour pouvoir faire ces choses-là, donc une capacité Fabric.
Ça consomme la même chose que tous les autres. Il n'y a pas vraiment de coûts supplémentaires, si ce n'est les coûts de transaction. Et voilà, que dire de plus? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais checker un coup. Juste reprendre le micro 2 secondes, Nathanaël. Bien sûr. Pour répondre notamment à une question de Céline concernant le cas d'usage que tu présentes par rapport à une utilisation de la Power Platform, notamment de Power Apps, éventuellement de Power Automate. Alors effectivement, le cas qui est présenté est assez similaire à ce qu'on peut faire dans Power Apps avec l'utilisation de Power Automate. Pourquoi pas? Simplement, là, cette fonctionnalité transléticale simplifie quand même pas mal la mise en place de ce type de fonctionnalité et on va aussi, et surtout presque je dirais, s'affranchir du coup des licences potentielles qu'on pourrait avoir besoin sur la Power Platform, Power Apps, Power Automate. Donc là, le coût des licences, tu en as parlé un petit peu rapidement. Sur la partie transléticale, on est sur une capacité fabrique. Donc le seul coût qui a de correspondant avec cette fonctionnalité, c'est la capacité fabrique. Pas si je réponds pleinement à la question. Après, c'est vrai que Transcritical Task Flow, c'est une solution qui est très récente. Là, on a montré quand même une interface de développeur où on fait du code, donc ce qui veut dire qu'on peut quand même aller très loin dans le développement et dans les fonctionnalités qui peuvent être attendues. Power Apps, on peut aussi aller très loin, mais c'est vrai que c'est peut-être plus un système qui est orienté low-code. Donc, pour des développeurs, peut-être un public peut-être un petit peu moins technique. Là, on est Transcritical Task Flow, on est vraiment sur des fonctionnalités vers lesquelles on va pouvoir aller très loin dans le développement et dans l'ajout de fonctionnalités dans un rapport analytique. Pour avoir répondu à la question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Alors, je vais répondre à Olivier. Ori, par rapport à... on est donc en directory sur la base? Oui, tout à fait. On est totalement directory sur la base. On est voilà, c'est une base sur Fabric. Power BI qui est rattaché dans Fabric. Donc oui, on est totalement directory. La question donc de Céline Armandes. Comprendre la différence entre l'usage de Power Automate dans Power BI qui permettrait ce genre d'action. Ah pardon, excuse-moi. Ok. Voilà. Alors oui, le mot de passe, oui. Non, mais c'est un compte test, hein. Vous serez déçus de voir ce qu'il y a dedans, hein. Et je pense que je vais le supprimer à la fin de à la fin de la journée. Donc, alors, Philippe, est-ce que c'est pour faire de la saisie texte type commentaire, c'est suffisamment souple? Alors oui, oui, totalement, oui, oui. Oui, il suffit tout simplement de créer une colonne dans ta base, dans la base SQL, une colonne avec suffisamment de place en termes de caractères. On peut très bien, ou même créer une table à côté, une table commentaire qui serait reliée à des éléments de fait. Oui, c'est totalement souple. C'est d'ailleurs même l'exemple que proposait Microsoft justement lors des tout premiers éléments qu'ils ont présentés. Rajouter des commentaires. On peut très bien imaginer, je ne sais pas, on a une base avec, je sais pas, en termes de métier, des contrats par exemple, des contrats à négocier avec une colonne commentaire sur voilà où en est la négociation sur ces contrats. Imaginons. Oui, c'est totalement suffisamment souple. Clairement. Angelica Vargas Ramirez, quelles sont vos préconisations pour garantir une bonne utilisation? Des préconisations, si ce n'est avoir Fabric Power BI et Fabric, il n'y a pas vraiment de préconisation. On est sur des
si vous voulez mettre en place tout ça, je pense voilà, une connaissance même basique de SQL est amplement suffisant pour faire ne serait-ce que du data write back, donc vraiment écrire sur les données dans les données à la volée. C'est voilà, c'est pas compliqué. Ça nécessite forcément, en termes de plus de prérequis, plutôt que de préconisations, des prérequis, une bonne connaissance de Python, une connaissance SQL. Et après, voilà, ça va dépendre vraiment du projet. Si l'idée est de faire un truc extrêmement complexe, oui, il va falloir peut-être un peu plus de bagages en programmation et en Python. Julien, tu voulais ajouter un truc? Oui, effectivement, merci Nathanaël. Alors, juste pour compléter un petit peu ce que tu dis, je pense que là, on est à la frontière entre le développement d'applications, effectivement, et le développement d'un rapport analytics. Après, les règles à utiliser, que ce soit sur un rapport ou que ce soit pour une application, peuvent être assez proches. Là, dans ce cas-là, effectivement, une bonne connaissance des bases de données, une bonne connaissance de la partie analytics, ça pourrait être un plus. Après, aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'outils et d'IA notamment qui permettent d'accélérer nos travaux et nos développements, que ce soit sur Python ou autre d'ailleurs. Donc voilà, c'était juste pour compléter cette partie-là. Les questions? Il y a pas mal de questions qui arrivent, donc je vous laisse les traiter, mais je vois que le public est intéressé par en tout cas cette fonctionnalité des flux transléticaux. Alors, donc voilà, Angelica, j'espère qu'on a répondu à votre question. Fabienne Tardif, quel avantage par rapport au Data Lake Fabric? Alors, c'est pas vraiment les mêmes. Corrige-moi si je me trompe, Julien. C'est pas vraiment les mêmes attentes en fait. C'est-à-dire qu'un Data Lake Fabric, on va vraiment être sur de la préparation de table, sur du stockage, voilà, sur tout ça. À la base, un data lake, c'est ça, hein, c'est vraiment stocker des éléments qui sont en plus pas forcément structurés. Donc là-dessus, le data lake fabric sert à ça. Là, étant donné qu'on est vraiment sur de l'analytique, il nous faut des bases qui sont structurées. C'est pour ça que le SQL, la database SQL et ces tables sont beaucoup plus, comment dire, sont beaucoup plus comment dire, à propos. C'est plus à propos. Par contre, il me semble que dans la roadmap Fabric, on va pouvoir utiliser des fonctions sur des data lakes. Donc, ils sont en train vraiment de mettre en place sur tous les éléments de stockage sur les fonctions utilisateurs. Voilà. Voilà. Si je peux me permettre, moi je le vois aussi par rapport à la question de Data Lake Fabric, c'est que là on est sur le dashboard aussi. On est sur des fonctionnalités qui interviennent au niveau du dashboard et donc qui sont au niveau de l'utilisateur final aussi également. C'est ça. C'est exactement ça. Warehouse, oui. Ouais, vas-y. Alors, pour répondre à la question d'Agathe concernant l'utilisation d'un warehouse, alors oui, effectivement, aujourd'hui, donc, on a parlé des Fabric SQL Database. Donc, c'était l'exemple sur lequel s'est basé Nathanaël. Mais aujourd'hui, en termes de sources de données, effectivement, on va pouvoir utiliser des warehouses ou même des lakehouse pour les fichiers, le cas échéant. Voilà, et j'imagine, vu le nombre de mises à jour et de releases qu'on a de Fabric, j'imagine que cette liste va s'étoffer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Merci, Julien. Ok. Est-ce que ça ne devient pas concrètement un outil de développement sur la base de données pour les métiers? Dans ce cas, est-ce que cette fonctionnalité est vraiment présentée dans un contexte de rapport BI pour une finalité BI? La finalité, c'est la BI. Quoi qu'il arrive, je veux dire, Power BI, son objectif, c'est vraiment de
d'apporter voilà, c'est un outil d'analytique. Ces fonctionnalités sont en plus, je pense, c'est vraiment quelque chose qui s'ajoute, c'est vraiment un peu, c'est la cannelle sur la tarte aux pommes, voilà, par exemple. Donc ça rajoute des fonctionnalités, mais Power BI n'a absolument pas du tout la vocation à devenir un outil de développement métier, ça c'est clair. Alors c'est vrai que, de ce que je vous ai présenté, on pourrait le croire, mais faut pas oublier qu'on est sur Power BI. Je pense que si on passe sur vraiment un développement d'outils et de fonctionnalités qui sont extrêmement avancés, ça tiendra pas le coup. Ça, je le pense, ça tiendra pas le coup par rapport à une vraie application. Ça c'est clair. Ce qui est bien, c'est que ça permet de personnaliser surtout là, les dashboards et les fonctionnalités. Peut-être que vous avez besoin du côté métier, que ça soit pour, là, tu as montré un envoi mail ou une modification de données. Je veux dire, on a combien d'exemples clients où il y a un métier qui a une faute dans ses données et qui a besoin d'appeler l'IT pour modifier la source de données, etc. Alors que dans certains cas, pour une fiche produit, par exemple, on parlait de commentaires avant, une fiche produit pourrait être modifiée depuis le dashboard directement par l'utilisateur avec des droits spécifiques grâce à cette fonctionnalité. Et un envoi de mail peut être envoyé aux utilisateurs concernés pour être informés de cette modification. Les cas d'usage sont effectivement assez larges. Je voulais en mentionner un autre qui était dans le monde de l'industrie. Et on a pu voir à un moment donné aussi des utilisateurs qui étaient sur une chaîne de production qui avaient des besoins de saisir en live des données dans une source de données qui puissent être analysées par un autre opérateur directement pour pouvoir justement vérifier ce qui se passait en live. Ça pourrait être un exemple aussi d'utilisation de ce type de système. D'ailleurs, Nathanaël, tu peux nous rappeler peut-être enfin, une série des fonctionnalités aujourd'hui qui sont disponibles sur les flux transcriticaux. Il y a l'envoi de mail, il y a la modification et l'enregistrement de données, il y en a. Alors, il n'y a pas vraiment de limite. C'est du développement Python. Donc, il y a un moteur Python. Donc, quelque part, le champ des possibles est extrêmement ouvert, hein. C'est-à-dire que là, les fonctionnalités, là, j'ai pris envoi de mail parce qu'il fallait choisir quelque chose. Mais on peut très bien imaginer des choses qui sont à la fois extrêmement complexes, ou des choses plus simples, qui viendraient donc rajouter de la fonctionnalité au dashboard. Mais le champ des possibles est totalement open. On continue peut-être sur les questions. Ouais. Voilà. La main, la taille sur la performance de la SQL BDD. Oui, totalement. On est sur Fabric, donc on est sur notre base. On a la main là-dessus, hein, ça c'est clair. Alors, juste pour préciser, ouais, on a la main en termes de configuration si on a besoin de créer des index, des choses comme ça. Après, ça reste un système full SaaS. Donc, on va pas pouvoir définir, par exemple, enfin, la capacité, on va dire, de la base de données en termes comment dire, de ressources. Comme dit, c'est un système SaaS. On est sur une capacité fabrique qui distribue les ressources en fonction des usages. Là, l'élément sur lequel on va pouvoir jouer sur les performances, c'est dans la création d'index, ça va être la structure des tables éventuellement, tout ce qu'on peut faire déjà aujourd'hui sur une optimisation de base de données. Ok. Une capacité F64 pour une application qui envoie des mails, c'est un peu cher payé. Alors oui, c'est très cher. Mais je pense que, David, si vous utilisez une capacité F64, je pense que c'est pour autre chose, pour envoyer des mails. Enfin, je l'espère. Donc oui, ça c'est clair, bien sûr. C'est cher. Mais voilà, une F64, je pense que il y a autre chose à faire plutôt que d'envoyer des mails, ça c'est clair. Tu es en mute, hein, tu es en mute, tu es en mute. Pardon. Pour l'utilisation de cette fonctionnalité de transléxical, il n'y a pas de capacité minimale. On peut démarrer avec une F2, on peut démarrer à utiliser cette fonctionnalité. Voilà. Agathe, j'ai loupé un peu le début, je suis désolé.
doit disposer d'un droit en écriture sur la base. J'ai pas la réponse, mais il me semble que oui. C'est même sûr. C'est même sûr. C'est même sûr. Voilà. Interagir. Alors bonjour. Appuyer en même temps sur le dashboard et sur l'écriture d'AB, ou est-il géré dans le développement de Python? Alors oui, on peut interagir à plusieurs en même temps sur le dashboard. Après, voilà, faut se dire aussi en termes de performance, c'est peut-être pas non plus. Si on est à 30 dessus, j'ai des réserves. J'émets des réserves quant à vraiment la performance de la chose. Mais on peut être tout à fait à plusieurs à utiliser ça. Ça c'est sûr. Et non, il ne faut pas forcément le gérer dans le développement Python. Power BI fait des appels. Ces appels seront traités donc par le kernel et par le moteur SQL aussi. Et donc on sera pas forcément à développer en Python. Voilà. Et Vincent, effectivement, gestion multi-user et Logtech pour des. Oui, alors bon, ça après, voilà, faut normalement, ça ne doit c'est pas censé être géré dans Python. Voilà, c'est vraiment le moteur. Après, si on veut peut-être personnaliser un peu plus, la base ou même le développement Python, voilà, ça doit pouvoir se faire. Mais j'avoue que je n'ai pas forcément j'ai pas creusé aussi loin. Oui. Ouais, on arrive effectivement dans des problématiques transactionnelles et où là, justement, pour répondre à ces problématiques-là, on va pouvoir justement dans les bases Azure, dans les bases SQL de Fabric, on va pouvoir justement gérer ce genre de problématiques. On est sur un environnement SQL Server. Il y a certainement des choses à faire effectivement en termes de développement pour optimiser cette utilisation. Ah, pardon, je termine juste par rapport à cette question de concurrence. Aujourd'hui, comme dit, cette fonctionnalité est quand même assez récente, hein. Donc, elle évolue aussi, hein, elle est encore en preview aujourd'hui. Donc, elle évolue énormément et donc, c'est possible que les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui n'existent plus demain. Donc, voilà, ce problème d'accès concurrent, on l'a pas forcément non plus trop expérimenté jusque-là. Voilà, pour répondre un petit peu plus à la question. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions ou si vous voulez qu'on revienne sur la démonstration aussi de Nathanaël pour voir des éléments en plus spécifiques, hormis le mot de passe du compte Google. Mais j'espère en tout cas que cette démonstration vous avait permis de vous projeter aussi sur cette fonctionnalité, comme Julien l'a dit, hein, qui est en preview. Et si vous voulez qu'on vous accompagne sur un POC, en tout cas sur cette fonctionnalité, n'hésitez pas. Et Yes. c'est bon. Il semblera qu'il n'y ait plus de questions. On a été ravis en tout cas de présenter ces éléments. Et puis n'hésitez pas à contacter Julien et Nathanaël si vous voulez vous lancer dans ces éléments sur Fabric. Julien et Merci Nathanaël, je pour vous votre laisse. écoute. Merci à tous. Bonne journée. Et puis Excellente le journée. webinaire sera disponible en replay dans 2 semaines, donc vous pourrez aussi revoir ces éléments. Bonne journée à vous tous Merci et beaucoup. à très Excellente vite. journée. À très bientôt. Au revoir.